fois qu'on part pour enregistrer de même, j'oublie que j'ai mis des niaiseries comme nom, puis que Yann aussi, mais je les ai pas changées. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça amuse le monde. Là, Vincent, justement, là, on a reçu des plaintes parce que tu n'as pas encore mis ton jacket jaune canari. Là, fait que faudrait que ça. C'est pour des occasions spéciales, arrêtez de vous plaindre. Ouais, ben là, on fête le dépassement du 3000. On est rendu à 3000 auditeurs réguliers. C'est quand même bon, hein? Plus 7000, quoi? 7100, 7200 sur le YouTube? Non, c'est 3000 total. Là. Ah, 7200 abonnés, ok, tu parles. Oui, je parle d'abonnés sur le YouTube. Mais là, c'est pas pour toi, là. C'est pas pour ta face. C'est la mienne, puis c'est la Frank. Toi, c'est chance, hein? Toi, c'est le trio économique, c'est 3000. Imagine si ma face était là, ça serait 15 000. Ouais, c'est ça. Vincent, son hey, tu me l'as liné, celle-là, ferme ta gueule. Ouais, c'est vrai. As-tu beau tes dildos tantôt, t'as reçu par Amazon? Ouais, c'était très beau. Écoute, ta blonde me les a envoyés. Ils étaient usagés. Vincent qui reçoit des colis pendant qu'on enregistre, c'est quand même magnifique. Ben, Mané, j'ai fait une entrevue avec Christian Page, puis en plein milieu du podcast, il me dit ah, excuse, ça sonne à la porte, puis il se lève. Mais j'étais tellement comme pas préparé à ça parce qu'on était vraiment dans une conversation, je sais plus trop où on était rendu. Là, il me parlait de quoi de bien pété là, sur une affaire aux États-Unis, là, dans une maison qu'il avait eue. Là. Puis là, bref, là, je suis bien concentré, puis là, j'écoute ce qu'il dit, puis maintenant, il se lève, puis il s'en va. Puis il revient, il dit je m'excuse, ça sonnait à la porte. Je dis bon, c'est bon, je vais couper ce bout-là. Mais quand t'es pas prêt, ça peut surprendre quand même. Là. Fait que cette semaine, Yann, t'es revenu de ton périple chez l'oncle Sam. Fait qu'on peut reprendre le format à 3, mais quand même, on s'en est quand même pas pire tiré, je pense, pendant que t'étais pas là. Probablement. On avait plus de fun, là, mais... Ouais, ça a un peu moins dérapé. Un peu. Ouais, c'est à peu près. Ça a quand même pris 15 minutes avant qu'on rentre dans le sujet, mais quand même... avec Yann, ça a pris une demi-heure. C'est pas tout le temps de ma faute, finalement? Non, c'est ça, c'est pas tout le temps de ta faute. Non, moi, ce que j'ai dit, c'est le contrefactuel, c'est que ça nous aurait pris une demi-heure normalement. Là, ça nous a juste pris 15 minutes. Fait que le facteur de Yann, c'est du double. Ouais, c'est à peu près ça. Mais j'avais eu l'idée cette semaine qu'on parle... Check Yann là, qui fait sa vierge offensée. Oh, j'ai arrêté de rire de moi, j'ai de la peine, j'ai des petites émotions. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai ce que je disais, là, on est vraiment rendu à 3000 auditeurs réguliers. Fait que c'est un petit peu au-dessus de nos attentes, étant donné la lourdeur du contenu qu'on diffuse sur le trio économique. Fait que c'est motivant aussi, là, je pense que ça nous incite à continuer carrément. Puis on voit que, surtout sur les plateformes de podcasting habituelles, là, Spotify et Apple et des choses comme ça, on voit vraiment que les gens partent du début. Là. Ça me surprend tout le temps. Là, à chaque 2 semaines à peu près, il y a une cinquantaine de nouveaux auditeurs qui ont parti vraiment du premier podcast puis qui descendent là, un par un. Fait que ça m'impressionne sérieusement quand je vois ça. On voit moins ce phénomène-là sur Facebook et YouTube, parce que c'est un petit peu plus les gens le pognent quand ils le ramassent. Mais même à ça, l'écoute moyenne sur YouTube, c'est 20 minutes. Ça veut dire que la personne qui a cliqué et qui l'a fermé tout de suite, elle compte là, dans l'écoute moyenne sur YouTube. Ouais, c'est ça. Parce que ça veut dire que là-dessus, t'en as qui ont ouvert, ils ont checké 15-20 secondes, ils ont fermé. Fait que, on peut penser qu'il y a à peu près le tiers des gens qui l'écoutent au complet. Sur le nombre de views, puis on a des vidéos qui dépassent 3000 views maintenant. Fait que, c'est quand même vraiment, vraiment intéressant de penser qu'à chaque fois qu'on fait un épisode, là, maintenant, il y a vraiment 1000 personnes environ sur YouTube qui l'écoutent carrément au complet. Là. Fait que ça, c'est motivant, honnêtement. Là. Ça nous incite à continuer assez facilement. Puis c'est pas une question monétaire, là, c'est vraiment une question que on a un contenu économique qui est très lourd, qui porte beaucoup de réflexion, puis il y a un intérêt. Tu sais, je veux dire, j'en ai déjà parlé, on est rendu à des codes d'écoute qui ressemblent à ceux-là à GC, à TVA Sport. La barre est basse. Là. Ouais, et on n'est pas payé 100 000 pour faire ça, mais bon. Dans pas long, ce que Yann veut dire, c'est que dans pas long, on va commenter les games du Canadien. Puis leur offrir, parce qu'on est capable de faire la moitié, on peut leur offrir de remplacer JC pour la moitié des frais. Ouais, ce qui doit donner quand même un bon cachet. Mais... Ouais, puis on a déjà le bon nom, tu sais, le trio économique qui parle à TVA Sport, ça fit. Là. Oui, je suis d'accord. Avec Vincent qui arrive sur une grosse étude, genre sur le coût marginal des bâtons de hockey versus telle affaire. Puis, ben, t'en veux-tu le comique?
T'en veux-tu une comique? On peut rentrer directement avant de faire des trucs d'énergie qu'on voulait jaser. J'ai de convaincre. Faut le faire, le truc d'énergie. Le chèque s'en vient. Dépêche. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on est payé pour faire ça. Ouais. C'est un vaste complot. Whatever. Peu importe ce que Catherine Dorion dirait. J'ai beaucoup de chèques à rentrer, moi, by the way. J'attends des chèques du Kremlin, des chèques des pétrolières. Fait que là, j'ai... Moi, c'est toujours... Ceux que j'ai toujours voulu, c'est ceux des compagnies de pesticides. Parce que je défends souvent le cas que les pesticides réduisent probablement le cancer en réduisant davantage le prix des aliments qu'ils augmentent le cancer en soi, parce que les gens ont des meilleures diètes, donc il y a moins de cancer à cause de ça, même si le pesticide en soi cause le cancer. Mais vous autres, quand vous avez parlé à Poutine, vous avez-tu promis votre chèque en rouble ou en US? Moi, je l'ai en US. Là. Moi, je pense qu'il m'avait promis en argent Monopoly, mais c'est parce que je ne suis pas très brillant. Ouais. Ben, moi, j'avais dit en bas des lingots d'or, j'accepte rien. Là, mais... c'est pas important, là, on va arrêter de faire des niaiseries. Avant de parler d'énergie, je viens de convaincre un étudiant qu'il devrait faire un article sur ça. Parce que mes étudiants de doc, souvent, se cherchent des articles, puis des fois, je leur pitch des idées qui sont low cost pour un étudiant à faire, mais qui leur permettent de se mettre les mains dans la game. Puis ce que j'ai dit, c'est, regarde, pour tous les différents districts des équipes de hockey, regarde leur performance en fonction des taux d'imposition dans l'État. Parce que la prémisse, c'est que tu devrais avoir plus de difficultés à attirer des joueurs à haute performance. Parce que les joueurs, tu sais, quand tu dis que tu as des drafts, mais les joueurs ont certains droits de refus à faire ça, mais aussi les compagnies savent, les équipes, excuse-moi, savent qu'ils ne peuvent pas faire des offres à tout le monde, notamment, tu sais, que ça ne vaut pas la peine de perdre un de tes round picks sur le top joueur si tu es un haut district comme qui n'a pas les moyens et qui est en haut taux de taxation. Tu ne peux pas te permettre de gaspiller un de tes draft picks pour quelque chose que tu sais, genre que la Californie ou plus la Floride serait un bon exemple. Un low tax state est capable d'offrir, genre les Lightning de Tampa Bay peuvent offrir un super haut salaire à ce gars-là, puis c'est un gros salaire net à cause qu'en Floride, le taux d'impôt est beaucoup plus bas. Ben, ce que j'expliquais à mon étudiant, c'est qu'essaye de voir si la performance des équipes change ou si, par exemple, la probabilité que d'aller à la Coupe Stanley, d'aller en playoff, change en fonction du taux d'imposition. Veux-tu une twist à sa patente aussi? Hein? Tu lui donneras une twist de ton côté. Dis de le faire pour la NHL puis de le faire aussi pour la MLB. Puis je t'explique. NHL, tu as plafond salarial, MLB, tu n'en as pas. Qui est une taxe de luxe, mais moins pire. Ouais, on a déjà parlé de ça. Quand tu regardes les gros contrats MLB, là, on va tomber Los Angeles, New York, puis le taux de taxation est moins important parce que de leur côté, c'est unlimited, il n'y a pas de plafond. Tu sais. Alors qu'à NHL, vu que tu as un enjeu de plafond salarial, là, tu vas avoir des problèmes parce que tu vas avoir beaucoup d'argent à Toronto, par exemple, dans NHL ou à New York, mais tu es quand même limité par le plafond salarial. Fait que tu peux pas aller dans une surenchère incroyable. Fait que le million ou le 2 millions de plus que tu donnes, il te nuit carrément, même si tu es dans un gros marché. Fait que là, à ce moment-là, je pense qu'il va y avoir plus d'impact dans NHL que dans MLB. Tu as plusieurs mécanismes qui ont été adoptés au fil du temps pour essayer d'empêcher, entre guillemets, les grosses équipes de surpayer des joueurs, comme par exemple le concept du Restricted Free Agent. Ouais. Dans le fond, quand un joueur, mettons, est repêché, ben là, il a son contrat d'entrée dans la Ligue nationale qui, en général, est 3 ans, et après, il devient agent libre avec restriction. Donc, une équipe ne peut pas arriver et dire, ben écoute, moi, je t'offre 10 millions pour 3 ans. Puis là, ben, l'équipe, mettons, qui possède le joueur, ben, c'est n'est pas capable de payer ça. Donc, s'ils le font, si on appelle ça une offre hostile, ils sont obligés de compenser l'autre équipe, mettons, avec des choix de repêche. En tout cas, il y a un barème. Là, si, mettons, si, mettons, le joueur, c'est un choix de première ronde, puis tu le payes tant, il faut que l'autre équipe donne 2 choix de première ronde plus de l'argent. En tout cas, je ne connais pas tous les barèmes par cœur, là, mais ça arrive une fois de temps en temps. Mais ça, de mémoire, c'était un affaire qui avait été demandé par certaines équipes justement pour protéger. Entre autres, les marchés canadiens sont un peu dépendants de ça. Là. Déjà, souvent, ils surpayent les joueurs. Là. Je pense c'est pas une affirmation sortie de nulle part. Là. Souvent, les équipes canadiennes surpayent les joueurs pour qu'ils viennent jouer au Canada parce que, un des exemples qu'on avait eu dans le temps, Yann, il y a une couple d'années, c'était de l'ancien des Remparts de Québec, là, Radulov.
Radulov qui était venu à Montréal, puis là, les gens disaient ben là, je comprends pas pourquoi il a accepté un offre des Stars de Dallas, puis il était juste, mettons, 600 000 de plus. Mais, je sais Là, pas t'es pourquoi, comme, hein? t'es comme, d'après moi, 600 000 de plus, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est l'impôt qui est payé sur le salaire euh, à Dallas versus à Montréal. D'après moi, Exact. il y a une grosse, grosse marge entre les deux. Puis parce que je pense qu'ils ne s'incorporent pas, les joueurs. Fait que c'est vraiment du salaire qui est versé. Fait que dans un contexte fiscal, c'est sacrément pas avantageux pour eux autres, là. Mais c'est intéressant, pareil, comme sujet, parce que de plus en plus, on le voit. Là, tu sais, avant, dans les équipes de sport professionnel, on engageait des anciens joueurs, des anciens coachs, des anciens agents. Et beaucoup, beaucoup de ce staff-là est progressivement remplacé par du monde qui sont Des femmes. aussi, mais des gens en comptabilité, des gens en finance, des gens. Tu sais, il y a du monde qui travaille juste là-dessus, là. Penser aux clauses des Oh, oui. contrats pour savoir comment, tu sais. C'est plus des jocks, c'est des cravatés, là. Ouais, exact. Tu as tellement d'argent en jeu dans une ligue sportive que le management est assez impressionnant sur le plan de juste gérer tout ce qui est tax liabilities. Je sais qu'il existe plusieurs types de déductions fiscales différentes pour les équipes sportives, par exemple. En fait, meilleur exemple que ça. Aux États-Unis, par exemple, une des exemptions à la loi antitrust, c'est les équipes sportives. Que tu as le droit d'agir comme un cartel, que c'est correct dans ce cas-ci. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'économies dans les sports que les gens ne réalisent pas. Puis, à quel point, souvent, en fait, il y a énormément de, je ne sais pas comment le dire en français, mais mingling de gouvernement et d'entreprises privées. C'est probablement un des domaines dans lequel tu as le plus de, on va l'appeler comme ça, de la consanguinité entre les deux sphères, où est-ce que ça n'a aucun bon sens, les similarités entre les deux, soit pour avoir des traitements fiscaux avantageux, des traitements réglementaires avantageux, des subventions, que ça en est ridicule. Puis c'est quand même intéressant, par contre, de regarder les quelques sports qui ont peu de subventions, puis comment ils performent bien, puis qui sont capables de croître, alors que tu regardes les sports qui ont le plus d'avantages réglementaires fiscaux, comme par exemple la NHL et la NFL, ben, leur exemple, c'est qu'eux, ils souffrent ils ont l'air d'avoir la difficulté à garder des audiences excessivement élevées, mais par contre, le soccer en Amérique du Nord, ça gagne en popularité, contrairement à la NFL puis aux alternatives. Ouais. Ouais, c'est quand je suis en train de regarder la liste des trucs de la convention collective de la Ligue nationale de hockey, c'est quand même assez incroyable, là. Le nombre de clauses qu'il y a là-dedans. Puis si un joueur a plus de 35 ans, tu peux faire telle affaire. S'il y a moins de 24 ans, tu peux faire telle autre affaire. C'est quand même assez complexe. Je te parie que la moitié des affaires que tu trouves là-dedans, c'est des trucs à cause d'un truc de réglementation de fiscalité. Ah, c'est sûr que oui. Ben, une chose qui a beaucoup changé dans les dernières années, c'est les rachats de contrats, là. Donc, avant, mettons un joueur, tu l'as signé pour 10 ans, mais après 7 ans, il est vraiment plus bon. Puis l'équipe décide de mettre fin à son entente. Fait qu'en général, ce qu'il faisait, il rachète le contrat. Donc, il reste 3 ans à ton contrat qui coûtait 5 millions par année. Donc, donne 15 millions au gars, puis le gars s'en va. Mais maintenant, pour empêcher que les équipes qui aient beaucoup d'argent le fassent systématiquement, il y a une limite de joueurs que tu peux racheter sans que ça influe ton plafond salarial. Fait que, mettons que tu rachètes un joueur, puis là, tu le payes, tu rachètes son contrat, ben, il va compter quand même l'année prochaine sur la masse salariale de ton équipe qui joue, que le joueur soit même libéré de tout contrat. Même, il peut jouer avec une autre équipe. Tu as racheté son contrat, puis il compte quand même sur ta masse salariale. Ben, ça, c'est tous des mécanismes qui ont été pensés, qui n'étaient pas là avant, ou en tout cas qui étaient là de manière différente, là. Oui, puis, tu sais, d'une façon aussi, chacune de ces ligues-là est elle-même un gouvernement, dans le sens que les têtes dirigeantes vont voter des changements au règlement. Et c'est fait quand même de manière démocratique entre les gouverneurs, où est-ce que chaque gouverneur a à peu près un vote égal. Il y a des boys clubs, il y a des clans, pas de parti politique entre les directeurs généraux de la Ligue nationale puis les boss, là. Tout le monde comprend ça. Mais il y a vraiment des clans, par contre. Il va y avoir des pôles dirigeants dans la Ligue.
qui vont se faire, puis les interactions politiques à l'intérieur des Les ligues. agences de joueurs, Yann. Les agences de joueurs, telle agence qui est elle qui a le plus de joueurs signés avec elle, mais ce gars-là, s'il y en a La un pire qui de tout ça est au baseball. Il y a un agent qui a tous les gros contrats au baseball, c'est l'enfer. Les directeurs généraux voient ce gars-là rentrer dans le bureau, il commence à pisser dans le culotte. C'est l'enfer. Fait que non, mais ça, c'est assez fascinant. Puis tu vois, chacune des ligues, justement, de manière à se gérer, tu as à peu près les mêmes demandes de directeurs généraux de petits marchés que les gens envers leur gouvernement pour les élections. Tu sais, c'est OK, ça va prendre un plafond salarial. Il ne faudrait pas que les équipes riches gagnent tout le temps. Puis il faudrait pas. Il faut que tu me protèges. Il faut répartir la richesse. Puis, un moment donné, tu dis, crime, ces mini-ligues-là, c'est carrément des mini-gouvernements là, à l'interne. Puis, puis pour se maintenir en place, le dirigeant doit faire un peu plaisir à tout le monde, doit saupoudrer les mesures qui vont être prises pour réellement garder un haut niveau de satisfaction envers tous. Mais en même temps, là, tu dis ça, puis tout ce que ça me fait penser, c'est que probablement la meilleure chose qu'on pourrait faire au Québec pour convaincre les Québécois de la nécessité de baisser les impôts, c'est si on montrait que le taux d'imposition marginal supérieur, donc le taux le plus élevé que tu payes, nous amène au meilleur club. Affecte ta probabilité de gagner une Coupe Stanley ou d'aller en playoff. Je te garantis que si on est capable de communiquer ça au grand public, mettons que c'est ça le résultat, parce que c'est possible que ça n'ait pas d'effet, là, parce qu'il y a tellement d'autres facteurs qui rentrent. Ah non, mais il y en a un, Vincent. Je veux dire, les équipes canadiennes sont tellement poches depuis tout le temps. Là. Ben écoute, c'est sûr que si tu enlèves Toronto. Non, mais Montréal, ça fait 25 ans, on n'a rien gagné. Arrête, je faisais juste. Sakou-Koivu, t'es vraiment bon. Je m'excuse, c'est important de chier sur Toronto, OK? Moi, je suis un Montréalais. Psychologiquement, je suis arrangé pour ignorer Québec et mépriser Toronto, OK? Donc, ça, c'est dit. Il est même rendu aux États-Unis, il n'est pas capable de se défaire des trucs qu'il a internalisés. Non, mais c'est difficile quand tu as grandi à Montréal de considérer qu'il existe autre chose que Montréal. Oui, on l'avait remarqué. Ouais. On est au courant, casse pas ta tête. Non, mais écoute, mets-nous ça de côté. Mais je suis convaincu qu'on était capable, disons qu'on était capable de faire un modèle économétrique dans lequel on estimait la probabilité d'aller 0 ou 1. 0, tu ne vas pas au playoff. 1, tu vas au playoff. Disons qu'une baisse de 10 points de pourcentage du taux marginal supérieur d'imposition, celui dans lequel les joueurs vont se retrouver, parce que c'est pas vrai que le joueur est taxé. T'aimes pas Dallas. Ben, c'est ça. Parce que, tu sais, il faut quand même souligner le plus haut taux aux États-Unis, je pense que, premièrement, le taux fédéral, je pense que c'est 33 %, le plus élevé de la gang, sur le dernier dollar élevé, puis c'est généralement en haut de 300 000, donc ça s'applique à la plupart des joueurs de la NHL. Ajoute, mettons, le state tax, mais disons des équipes comme les Dallas Cowboys. Je pense que le Texas n'a pas d'income tax. Donc le plus bas, c'est, voyons, 33, mettons. Le Québec, c'est quoi, 48, 49, le taux marginal supérieur combiné? 53,4. 53 le combiné? On est débile de même, buddy. OK. Ben, regarde, tu vois. Ben, regarde la différence. Pour 20 points de différence de pourcentage, au niveau qu'ils sont, c'est presque 20 points de taxation moyenne de différence. Donc, tu sais, puis en plus, probablement que l'équipe au Québec, mais le problème que je te dis que je pense qu'il n'y aurait peut-être pas d'effet, c'est par le fait que les endroits qui sont à plus haute taxation sont probablement aussi des endroits qui sont plus pauvres, puis qui, pour commencer, ne peuvent pas offrir davantage de salaire. Donc, ils ne sont pas capables de les attirer déjà pour commencer parce qu'ils ont des foules plus petites, des marchés plus petits. Donc, c'est possible que la taxation est comme un facteur secondail. NHL n'a pas ce problème-là au Canada. C'est les meilleures foules de la Ligue sont au Canada. Ben dans ce cas-là, ça veut dire que il y a des bonnes chances dans ce cas-là que l'impôt ait un effet. Mais imagine si on pouvait dire que tu baisses le seuil de 10 points de pourcentage, donc de 53 à 43, tu augmentes de 9 % tes chances d'aller au playoff ou 12 % tes chances d'aller en playoff. Je suis sûr que si on faisait ça, premièrement, le Journal de Montréal, dans tout son sensationnalisme, mettrait ça sur la front page, d'une part. Et deuxièmement, je suis convaincu que l'appui à des coupures drastiques des taux d'imposition au Québec augmenterait de manière significative.
Je suis vraiment convaincu que c'est probablement la meilleure manière de faire l'argument pour des baisses d'impôts au Québec, c'est de montrer que ça a un effet sur des aspects de la vie que les gens se soucient vraiment. Genre ton équipe qui gagne fréquemment. Non, ça ne veut pas dire que c'est le cas, là. Mais, écoute, les équipes canadiennes sont 7. 7 équipes canadiennes sur 32. Fait que, on est quoi, là? C'est quasiment une équipe sur 4. Un petit peu plus, une équipe sur 5. On va y aller une équipe sur 5. Fait qu'on devrait gagner, une équipe canadienne devrait gagner une fois sur 5, normalement, effectivement. Les playoffs. Là. Je regarde les derniers champions de la Coupe Stanley. Tampa Bay, Saint-Louis, Washington, Pittsburgh, Chicago, Los Angeles, Boston, Chicago, Pittsburgh, Détroit, Anaheim. Caroline, Tampa, on est rendu en 2004. New Jersey, Détroit, Colorado. T'as-tu nommé une Canadienne jusqu'à maintenant? Nope. Là, je suis rendu en 99. Dallas, Détroit, Avalanche. Non, on est au 96. Puis là, j'ai plus de place sur ma page. Détroit, Avalanche. Non, Détroit, c'est les Red Wings, bonhomme. Ouais, mais les Avalanches, c'est après. Là. Ah, OK, je pensais que tu disais les Avalanches de Détroit. J'étais là. Je suis pas innocent. I don't want to break it to you, but you don't know hockey. Mais quand tu regardes la valeur des équipes, on dirait que ça n'a pas de sens avec ça. Là, parce que check Toronto, en deuxième position, Toronto, troisième position, Montréal, puis les Oilers Edmonton en position 7. Fait que dans le top 10, tu as quand même 3 équipes canadiennes qui d'ailleurs n'ont rien gagné depuis vraiment longtemps. Là. Ben, c'est quoi? C'est où qu'il faut se rendre pour trouver une équipe canadienne qui gagne? Savez-vous où est-ce qu'il faut qu'on se rende? 1993. Les Canadiens de Montréal. 1993. On est censé gagner une année sur 5. Puis si tu remontes jusqu'à 1958, tu peux trouver Toronto finalement. Ouais. C'est important. Pas 63, eux autres? Je pense que c'était 58 la dernière fois. Maurice Duplessis n'était même pas mort. OK. Voici le standard. Est-ce que Maurice Duplessis était là quand ton équipe a gagné pour la dernière fois? Oui. Ben, ça veut dire qu'il n'y a personne qui s'en souvient. Mais une fois que ça s'est dit, maintenant, mettons les Livre de Toronto, 1963. Hey, 1963? OK, c'est bon. Ah non, je ne te questionnais pas. J'étais juste... Le chiffre que j'avais en tête, c'était 58 pour la dernière fois. C'est pas fin qu'eux autres. Là. Ah non, je sais, mais c'est pas difficile d'être gentil avec Toronto. Wink, wink. Mais l'autre possibilité que si les impôts n'ont pas un effet direct, c'est possible qu'ils aient un effet indirect dans le sens que si tu baisses les impôts, tu as plus de croissance économique et les gens peuvent se permettre davantage d'aller au match de hockey. Donc, tu as des franchises dans les stades qui sont de plus grande valeur, que tu as du matériel promotionnel qui se vend à plus grande valeur, des billets qui se vendent à plus grande cote. Donc, l'équipe fait un revenu plus important et donc peut attirer des joueurs. Et donc peut attirer des joueurs des joueurs de meilleure qualité. Donc là, c'est pas parce que les joueurs refusent de signer genre pour une équipe parce que le taux d'imposition est trop élevé. Là, c'est parce que les équipes ne peuvent même pas se permettre des joueurs pour commencer à cause des impôts. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui pourraient mener à l'imposition trop élevée qui réduit les chances d'une équipe de gagner. Mais le pire, c'est que cet argument-là, je l'ai souvent avancé dans le peuple québécois de dire les impôts sont trop élevés, vous ne signerez pas de bons UFA, vous allez vous ramasser avec des Chris Wineman et des cochonneries de même. Puis là, quand tu dis ça, là, ils gagnent assez d'argent, les joueurs de hockey. Là. Je veux dire, franchement, voir qu'ils regardent le taux d'imposition, c'est des multimillionnaires. Puis là, tu t'imagines, le gars, il met sa ceinture fléchée, puis jouer pour la nation québécoise serait le fun. Hey man, as-tu remarqué que les Québécois qui veulent venir jouer à Montréal, ils ont tous 36 ans? Ben, c'était ça, hein, dans la fin des Nordiques de Québec, c'est qu'ils ramassaient des joueurs en fin de carrière. Ben, écoute, c'est drôle que tu dis ça. C'est la même chose en passant parce que là, ce qu'on parle, c'est The Economics of Superstars. Puis il y a toute une littérature là-dessus, là, sur les gens qui ont des talents hyper rares et hyper en demande. Puis ce que tu remarques, là, si tu regardes la proportion de Québécois qui sont, par exemple, dans des universités américaines, ça, on en a déjà parlé, mais c'est la même chose que des joueurs de hockey, dans le sens qu'ils ont des talents de chercheurs. Attends un peu. Là, non, mais la perspective... Arrête de mauvaise foi. Je sais aussi que tu t'en vas. Tu ne fais pas de mauvaise foi. Je ne me compare pas à un joueur de hockey, mais économiquement, c'est la même chose. J'espère, man. Tu montes un escalier, il y a un talent qui est 15 minutes rare. à te reprendre le souffle. Ah, ta gueule. Tu as des talents qui sont rares. Comparé à un joueur de hockey. Tu as des talents qui sont rares
et qui ne sont pas faciles à substituer. Bien, dans un cas comme ça, tu vas te retrouver à être incapable. Si tu es un district pauvre qui n'est pas capable d'attirer d'offrir des salaires élevés, tu ne vas pas attirer ces chercheurs-là. C'est pour ça que c'est étrange que tu as énormément de Québécois qui font des diplômes à l'étranger, mais que tu as très peu de Québécois qui se retrouvent que quand ils ont une offre du Québec versus l'étranger, ils ont une tendance quand même à choisir l'étranger davantage, tout simplement parce que, regarde juste par exemple McGill, qui n'est pas une mauvaise université, c'est dans le top 50 dans le monde, si je m'abuse, si ce n'est pas le top 30 ou top 20, donc c'est clairement une des meilleures universités. Dans certains départements, le salaire d'entrée à Montréal est à peu près 150 000 $. Alors que dans des universités américaines mid-range, tu rentres à 130, 140 US. Puis là, ça, tient compte de la différence de taux d'impôt. Puis déjà là, tu as égalisé McGill. Imagine après ça comparer avec Sherbrooke ou l'Université de Montréal ou l'Université du Québec à Montréal. C'est difficile d'attirer du monde dans les universités. McGill. Ben, tu vois, regarde, c'est quand même, tu devrais être capable d'attirer du monde de haut calibre des Québécois. Des gars qui gagnent des 500 000 directement de l'université aux States? Ça dépend, mais ça arrive des salaires élevés, vraiment élevés. Là, sans donner de détails, le Mason, qui est, je ne sais pas dans toutes les universités, mais en économie, c'est un top 30 aux États-Unis. Puis dans le monde, ben, ça varie entre top 50 et top 30, là, dépendant un petit peu, mais ça monte depuis plusieurs années. Un prof qui vient d'être embauché a été embauché en excès de 2,50 par année, US. Il a été embauché puis à un niveau plus élevé que le mien. Donc, moi, je suis ce qu'on appelle un prof adjoint. Donc, je suis un junior. Je n'ai pas encore ma permanence. Quand tu as ta permanence, tu as un pay bump. Lui, il a été embauché à ce qu'on appelle le level 2 niveaux supérieurs au mien. Il est à 250. Il y a des universités québécoises qui ne topent même pas de 250 à l'échelon. Puis lui, il reste un autre échelon à grimper. Ça, c'est les professeurs titulaires, des choses comme ça. Aux États-Unis, le ranking, en tout cas, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais à Mason, c'est adjoint, associate, professor, full professor. Je cherchais l'UQAM pour le fun, puis il n'est même pas dans le... Ouais, McGill est 31, l'Université de Montréal 118, Concordia 477. Ça dépend aussi de la discipline. Hein. Genre, par exemple, en biologie, les biologistes sont vraiment très bien payés en moyenne. Les économistes sont très bien payés aussi, mais les biologistes sont aussi très, très bien payés. Largement, pourquoi? Parce que leurs talents sont énormément en demande aussi dans quoi? Dans la recherche génétique. Donc, tu as souvent des biologistes qui se font demander de faire soit ils font déjà du sideline en plus de l'université, mais ils vont faire aussi, ils ont des offres du secteur privé. D'ailleurs, en fait, si tu regardes... Parce que tout ce que tu parles là, ça exclut les chaires de recherche, les projets de recherche que tu aurais ou des choses comme ça. Ah oui, un prof, si tu es quelqu'un de moindrement productif puis proactif, tu peux facilement doubler ton salaire avec des sidelines comme consultant, comme par exemple, moi si vous cherchez dans la Cour d'appel du Québec, il y a 2 mandats que j'ai faits, un pour contre la gestion de l'offre dans le domaine du sirop d'érable. Tu as fait de l'argent avec ça, mon petit coquin. Non, j'en ai pas fait dans ce cas-là parce que je dépannais quelqu'un qui avait besoin d'aide, mais je me suis fait refuser d'être un expert à charge parce qu'apparemment, j'étais idéologique, malgré le nombre d'articles scientifiques sur la chose. Mais les gens de l'UPA, eux, par contre, ils avaient le droit de se prononcer là-dessus parfaitement. Puis la Fédération des producteurs acéricoles aussi avait le droit de se prononcer parce qu'eux, ils n'avaient pas de biais du tout dans la question. On peut-tu le dire? Non, moi, je ne dis pas ça. Mais par contre, dans l'autre jugement, par exemple, c'est de la Cour supérieure du Québec. J'étais l'économiste embauché par la Cour supérieure du Québec pour déterminer c'était quoi le bon seuil de délinéation entre la Cour du Québec et la Cour supérieure du Québec ensuite de l'arrêt Jordan. Donc, où est-ce que les causes se commençaient puis se terminaient. Puis la Cour du Québec, la Cour supérieure m'a demandé de mettre à jour les chiffres de 1867 pour savoir c'est où que le seuil devrait être établi. Et finalement, la Cour supérieure a gagné. Donc, mon client a gagné sur ça. Puis moi, j'avais eu à produire un rapport là-dessus. Mais ces rapports-là, généralement, c'est très bien payé parce que
y a énormément d'efforts de vulgarisation qu'il faut que tu fasses pour expliquer à des non-experts ça sur quoi tu as une expertise. Puis il faut que tu charges à l'heure. Puis ça a fait beaucoup d'heures de vulgarisation pour expliquer. Écoute, moi, la quantité, le premier draft que j'ai envoyé, il faisait 20 pages. C'est un calcul vraiment simple. Il a fallu que je retravaille dessus un autre à peu près 60 heures, juste pour que lui, il dit le juge ne comprendra pas ça, le juge ne comprendra pas ça, la partie adverse ne comprendra pas ça. Veux-tu expliquer ça? Puis là, c'était comme des notes en bas de page qui faisaient ça de long pour expliquer des trucs qui, pour moi, étaient simples, mais pour que le commun des mortels ne l'est pas, ou même pour des gens qui sont ce qu'on pourrait appeler des semi-experts ici, parce qu'ils ne connaissent pas rien. Mais avec des trucs comme ça, avec des mandats comme ça, c'est facile d'augmenter ton revenu comme prof. Ce qui nous ramène aux joueurs de hockey, quand on parle de ça. Quand tu as des super talents, donc tu as des talents qui sont super rares, qui sont très longs à répliquer. Donc, tu sais, pour copier ça, il faut que tu passes plusieurs années à faire certaines choses. Tu sais, des athlètes dépensent des années et des années pour développer un talent qui n'est pas duplicable facilement. Mais dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que ce qui va déterminer largement leur salaire, c'est la demande pour leurs services en général. Puis ce que tu vois, c'est, par exemple, des sociétés plus riches envoient plus de gens à l'université, donc que tu as des salaires plus élevés pour les profs. Des sociétés très, très riches peuvent aussi se permettre, ont plus de temps dépensé sur des loisirs. Donc, ça inclut, par exemple, de participer à des activités sportives, d'aller à des événements sportifs. Et là, tu dépenses aussi davantage sur les événements sportifs. Donc, la demande pour les talents sportifs augmente. Donc, les salaires sont particulièrement élevés. C'est normal dans ces cas, dans des sociétés particulièrement riches, que tu vois que les gens qui ont des talents très, très rares, parce que leurs talents sont ce que les gens demandent comme des biens normaux, mais des biens de luxe d'une certaine manière, parce que tu ne consommes beaucoup plus tu es riche, donc ta proportion augmente avec ton revenu. Là, les salaires de ces gens-là vont être vraiment à la hausse. C'est pourquoi tu as une partie des inégalités qui s'explique vraiment par les superstars, les gens au human capital, puis tu as une explication pour pas mal tout. C'est aussi pourquoi, par exemple, tu peux expliquer pourquoi le Québec n'est pas capable d'attirer ces gens-là, parce qu'il n'est pas capable d'être assez riche pour attirer ces gens-là pour commencer. Puis, tu sais, même quand on a un biais favorable, l'exemple du hockey est vraiment intéressant pour ça. Le biais est extrêmement favorable. Les Canadiens de Montréal, Frank a montré le tableau tantôt, 3e plus grosse franchise en termes de valeur. Donc, la notion de pauvreté pour le Canadien de Montréal n'est absolument pas un facteur dans un contexte de plafond salarial puis tout ça. Puis, on est tout le temps poche. Non, mais ça, là, ça ne veut pas dire ce que tu... Je comprends que tu es en train de parodier l'autre point de vue, mais ce que ça veut dire, c'est que les Canadiens de Montréal pourraient être encore meilleurs. Malgré le fait qu'on cette année. Ouais. C'est vrai que la barre est basse. Mais puisqu'on est je pense qu'on est à peu près aussi pauvre que le Mississippi, ce qui nous met au bas de l'échelle. À toutes les fois que j'entends ça, j'ai mal au cœur. Moi aussi, un petit peu pour vrai. Là, puis j'ai été au Mississippi 2 fois dans ma vie. Puis nope, not doing it again. Mais non, c'est vraiment... En tout cas, mettons ça de côté. Contrairement à nous autres, ils ont quand même produit du blues de qualité. Ben, il y a une culture qui est émergée de là, c'est ça que je veux dire. OK, fine. J'ai pas de problème à dire ça, mais à un moment donné, je regarde la colonne des pour, la colonne des contre, puis merci d'avoir ajouté un élément sur la colonne des pour, mais... Bon, mais si tu me demandes de choisir entre ça et pas le piché, ça va être le Mississippi. Mais là, le monde, ils vont dire non, au Québec, on n'est pas le Mississippi. Merci à la péréquation, les amis. Parce que le Mississippi n'a pas ça, là. Mais attends, non, ça, c'est pas vrai. Aux États-Unis, tu as des formes de péréquation. C'est juste pas comme ici, avec une formule de péréquation, mais des transferts fédéraux, il y en a, là. Non, je comprends ce game-là, mais je veux dire, le programme de péréquation canadien est assez spécial, là. Oui, effectivement, il est unique, mais les Américains ont des transferts fédéraux. Il ne faut pas se mentir. Okay, bon. Si on compare l'argent que les Mississippiens reçoivent versus ce qu'ils ont probablement payé en ayant des revenus beaucoup plus bas, je comprends qu'il y a une discordance. Puis quand on parle des transferts fédéraux au Canada puis au Québec, cette discordance-là, elle existe aussi. Mais en plus, on a la péréquation par-dessus ça. Là. OK, c'est bon. Dans ce cas, on est d'accord. Mais quand on dit que le Québec est aussi pauvre que le Mississippi, là, mais que malgré tout, notre équipe de hockey vaut
beaucoup plus que des équipes d'endroits plus riches. Oui. Ça veut dire que, toute chose étant égale, par ailleurs, nos fans sont beaucoup plus dévoués à la cause. Puis ça fait du sens. Il y a quand même une histoire de hockey, il y a une tradition qui date quoi de. C'est quand est-ce que la première ligue a commencé? 1913, 1912? C'est bien avant ça, je pense. Bien avant ça. En tout cas, écoute, là, ça fait un bout que tu as la tradition du hockey à Montréal, donc tu as un lourd héritage historique. Ça veut dire tu as un niveau de compétition sportif qui est beaucoup plus élevé aux États-Unis qu'ici. Je veux dire, ici, il n'y a pas de NFL, il n'y a pas de MLB, il n'y a pas de NBA. Je veux dire, à un moment donné, en plus, c'est vrai que tu n'as pas d'autres ligues qui cannibalisent les audiences. Donc, tu as peut-être aussi ce facteur-là qui. On a la Coupe Grey modée. Football canadien. OK, whatever. Football à 3 essais, c'est le fun. Écoute, l'idée ici. Ce serait dans le coin de 1904 à peu près, là, les premières vraies ligues de hockey professionnel. Merci Frank d'être plus sérieux que Fardoche. C'est ce que j'ai ici. Il devait y avoir des ligues avant ça, là, mais 1904, c'est The Birth of Hockey in Canada. Ça, c'est avant. C'est juste après qu'on ait lâché Crottin de Cheval pour jouer. Là. On a pris des vraies époques. Quand tu le dis de même, c'est assez trash, mais c'est probablement vrai. Parce que probablement qu'à l'époque de hockey. Non, mais je suis sûr mon grand-père me souvent dit ça, mais j'ai toujours pensé que c'était un mythe. Là. Non. Moi, mon père me contait la même histoire. Mon père est italien, qui a grandi à Montréal. Puis dans les années 50, quand il jouait dehors avec les autres enfants, en hiver, c'était avec du crottin de cheval. Ouais, mais moi, les histoires que tout le monde raconte de même, là, je ne suis jamais sûr que c'est vrai. C'est comme l'histoire de moi, mon grand-père, il a mis le curé dehors par les coups de pied dans le cul à cause des enfants. Ça, c'est jamais arrivé. Il a arrêté. Je suis prêt à croire ça, mais par contre, je suis sûr que, là, pour mettre ça au clair, là, je suis sûr que si on regardait le coût, par exemple, le prix d'une puck de hockey à travers le temps, je suis convaincu que la puck, la première fois qu'elle est sortie, ça devait être un truc. De luxe. Genre, nombre d'heures que tu devais travailler pour acheter une puck. Produit de luxe. Je suis convaincu que ça rentre dans ce qu'on pourrait appeler un produit de luxe. Aujourd'hui, là, premièrement, je suis sûr que même sans même ajuster en ajustant pour l'inflation, mais pas en exprimant en pourcentage du revenu, donc juste en dollars réels, je suis sûr que le prix a baissé. Mais je suis sûr qu'en pourcentage de ton salaire, ça a baissé encore plus. Dans le sens que la personne qui s'achetait une puck en 1920, disons, je suis sûr qu'elle y pensait à combien de temps de travail elle avait mis pour s'acheter cette puck-là. Par contre, aujourd'hui, là, ça se personne qui ramasse. Même au salaire minimum, en fait, je suis sûr que si Frank check, je suis à parier que le prix d'une puck, c'est en bas de 5 $. Même au salaire minimum, tu es en bas tu t'as acheté plus que 2 pucks par heure. Excuse, mais pendant que tu regardais ça, j'étais sur un truc Reddit de hockey aux États-Unis, donc c'est même pas au Canada, c'est aux États-Unis. Puis la personne pose la question Has the hockey puck always been hard rubber? Et là, les gens commentent en dessous. Il y en a un qui dit No, that used to whack an old frozen cow shit. Puis il y en a un autre qui répond No, it was not cow, it was a horse shit. Donc, si ce truc-là est aussi répandu que ça, il y a probablement quelque chose qui. Il doit avoir un élément. Ouais, il doit avoir de quoi qui est vrai. Ça a dû se passer au moins une fois. On se demande pourquoi on est bizarre au Québec, Christy. On invente un sport, au Canada, on invente un sport qui nécessite du crottin de cheval. Je veux dire. C'est une belle manière de réutiliser des ressources qui, vu le monde rural, ça devait être quand même assez renouvelable. Là. Je veux dire, tu ne devais pas en manquer. Là. À mon avis, ça devait être quand même assez... Mais ça dénote quand même quelque chose aussi du monde rural. Là. C'est que quand tu es rendu à jouer au hockey avec des crottes de cheval gelées, c'est parce que tu es pauvre en jouant à le faire. Tu vois aussi, d'ailleurs, la même chose s'applique pour le soccer. Les ballons de soccer, j'ai déjà vu, par exemple, tu peux utiliser des t-shirts qui sont... tu bundles des t-shirts ensemble, tu les attaches très bien, puis ça fait un ballon. Ah, mais tu vas voir Mariano Rivera, j'ai lu sa biographie à l'époque, République dominicaine, là, on comprend qu'il était pauvre. Lui, je pense, son premier gant de baseball, il était majeur ou quelque chose comme ça. Puis il a déjà même donné une entrevue aux États-Unis pour montrer aux gens comment se fabriquer un gant de baseball avec une boîte en carton. Parce que c'est avec ça qu'il jouait quand il était jeune. Puis il passait son temps à lancer des balles sans arrêt, mais des vraies balles de baseball, c'est quasiment jamais. Un de ses jeux préférés,
c'était de lancer des roches sur le bord de l'eau. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait. Là. Il expliquait, je me rappelle un peu difficilement. Mais il a passé sa vie à lancer des patentes. Grosso modo, là, quand il était sur l'île de la République dominicaine, puis à un moment donné, il s'est pointé sur un vrai terrain de baseball qui avait un recrutement pour les Yankees de New York. Puis, je pense qu'il y avait des trous dans ses chaussures, puis il n'y avait pas de gants quand il s'est pointé là. Puis finalement, on sait ce qui est devenu Mariano Rivera. Là, c'est le plus grand releveur de tous les temps. Fait que c'est quand même assez spectaculaire quand tu entends des histoires un peu comme ça. Mais effectivement, le sport dans les endroits un peu plus pauvres, là, tu t'arranges avec les moyens du bord, puis sais-tu, ça marche pareil. Oui, ben écoute, en fait, je ne suis pas sûr si je dirais que ça marche pareil, parce qu'il y a sûrement plein de talents qui n'ont pas pu être développés à cause du fait que c'était une société pauvre, mais aussi une autre vertu des sociétés riches, c'est que tu peux dépenser facilement des ressources pour développer des talents sportifs, puis de trouver dans le pool de gens ceux qui ont vraiment les talents innés les meilleurs et de les développer. Donc, quand je parle tout le temps des avantages d'une société riche, d'être une société prospère, puis de l'importance de la croissance économique, ça a l'air ridicule, mais ça peut aller juste aussi simplement que la qualité des sports que tu regardes à la télé. Que tu vas avoir probablement des athlètes plus performants parce que tu regardes les histoires des athlètes américains à haute performance. Souvent, c'est des gens de milieu pauvre que quelqu'un a investi en eux. Mais imagine si les États-Unis étaient 10 fois plus riches. Peut-être que, par exemple, O.J. Simpson, parce que c'est un exemple que j'aime suivre, mais mettons le petit épisode des années 90. If it fits, if it doesn't fit, you must quit. Mais O.J. Simpson vient d'un milieu pauvre. O.J. Simpson était un haut performant quand même. Et je suis convaincu qu'il y a des joueurs comme lui, il y en aurait eu plus, des superstars de la NFL, si les États-Unis avaient été plus riches ou si les niveaux de vie dans des Afro-Américains avaient été plus élevés, tu en aurais eu plus de gens qui avaient des talents innés, qui auraient pu développer ces talents-là, de les pas des peaufiner, mais de les raffiner et de devenir des athlètes à haute performance. Oh, oui. Parce que des sociétés riches peuvent se permettre de faire ça. Fait que quand on parle de richesse, quand tantôt je disais le Québec est aussi pauvre que le Mississippi, et ça a un effet indirectement sur l'effet des sports qu'on a. Probablement que ça veut dire qu'il y a moins de jeunes Québécois qui sont des très talentueux de manière innée, qui n'ont peut-être pas la même facilité à dépenser les fortunes nécessaires pour développer ces talents-là. Il y a aussi le fait que le marché pour les services sportifs va être plus mince. Donc, ça va être plus difficile d'attirer des athlètes à haute performance, d'offrir un rendement intéressant à développer ces talents-là. Donc, tu as moins de gens que le sport va être moins intéressant à regarder à la marge que ce qui aurait pu être. Tu vas avoir moins d'investissements qui vont être faits. Ferme-moi la gueule, c'est ça. Non, mais j'allais poser une question. J'allais dire, est-ce que dans la littérature économique, on a des articles ou des livres qui sont pertinents sur la différence au niveau de la mobilité sociale dans les régimes plus libéraux versus moins libéraux pour l'impact que le sport a là-dedans? Parce que je fais juste penser à des gens, des personnalités Kufenko et Geloso 2021. Parce qu'on a vraiment des. C'est sûr que ça existe parce que, tu sais, aux États-Unis, avec le sport. C'est pour ça que je me prononce là-dessus. J'aurais jamais pensé à ça avant de travailler sur ça, mais c'est parce que j'ai un article scientifique sur le sujet qui est sorti l'année passée. Là. Je veux dire, on va le mettre dans le chat, comme ça, Yann Frank peut le partager sur le screen, mais j'ai écrit sur le sujet, puis le point que je fais, c'est que des sociétés économiquement libres peuvent permettre justement d'offrir par des droits de propriété super bien défendus, des rendements super élevés. Non seulement vont rendre, les droits de propriété vont rendre la société plus riche, donc il va y avoir plus de gens qui vont pouvoir déployer leur talent, mais en plus, ça va augmenter le rendement de développer ces talents-là. Si c'est un talent inné, tu vas pouvoir le développer. Puis nous, on explique justement que l'importance de la liberté économique est vraiment considérable. Puis il y a un autre article. Je suis sûr, Vincent, là, pendant que tu cherches ton autre article, je suis sûr que tu pourrais faire à peu près exactement le même truc avec tout ce qui est art en général, mais en particulier les bands de musique. À cause des scholarships aussi. Là. Les scholarships dans toute cette histoire-là sont importants. Tu te rappelles-tu le podcast qu'on a fait, Frank, récemment, La Pilule Rouge, là, par rapport aux livres? Où est-ce que les équipes de softball, justement, les parents dépensaient une tonne d'argent
pour que leur fille soit capable d'aller chercher des scholarships éventuellement. Puis ce qui était démontré un peu dans ce livre-là, puis là, probablement qu'il doit y avoir de la vraie littérature en arrière de ça, c'était quand même un livre grand public. Mais ce qu'on disait, c'est qu'il y a été une époque où, pour avoir un avantage pour se faire accepter dans une bonne université, puis d'aller décrocher ces scholarships-là, on parlait de minorité visible énormément. Donc, il y avait des mesures de discrimination positive qui étaient mises en place qui permettaient d'avoir une certaine facilité à se faire accepter. Puis, encore plus d'aller chercher même des scholarships. Et depuis quelques années, puis on parle d'environ 15 à 20 ans, si je me rappelle bien, c'est que les jocks sont rendus ceux qui ont le plus de facilité à rentrer à l'université maintenant, à cause justement de tout le système économique qui a été mis en place avec les stades de football. Tu sais, je veux dire, j'étais allé à USF la semaine passée voir du baseball à Tampa. Fait que j'ai payé mon 24$ pour y aller, mais tu sais, c'est un stade qui accueillait facilement 2000 personnes. Puis c'est une petite université de baseball, c'est pas une grosse, de division 1, mais tu vois clairement qu'ils se brassaient de l'argent là pour de vrai, puis que tous les joueurs sur le terrain, ben, ils sont pas payés. Ils ne sont pas rémunérés. Fait que, tu sais, en termes de profitabilité, ton produit, c'est pas une dépense, puis tes revenus, ils rentrent. Je veux dire, tu ne peux pas être plus mort de rire en termes d'entreprise. Fait que les universités, dans le fond, investissent vraiment pour aller recruter dans toutes sortes de sports, là, ces jeunes-là. Fait que c'est sûr que comme ascenseur social, le sport est rendu de quoi de réellement un attrait, parce que c'est sûr peut-être qu'au Québec ou au Canada, on se sent moins parce que les coûts d'université ne sont pas si chers que ça, mais dans le contexte américain, c'est beaucoup plus grand. Puis je vais donner un autre exemple avec les kids. Mon propre enfant, tu sais, je veux dire, moi, j'avais un certain talent au baseball, mais j'ai tout le temps juste joué du baseball. J'ai jamais été vraiment coaché d'une manière spécifique ou tout ça. Puis, tu sais, j'étais un enfant des années 80. Les joueurs de hockey de la NHL, dans ce temps-là, ils fumaient. Là, tu sais. Fait que mon fils d'aujourd'hui, ben, tu sais, j'ai un peu d'argent dans mes poches, puis il aime ça. Fait qu'on investit. Puis, à un moment donné, oui, il y a eu des cours privés de baseball de son côté. Je regarde sa swing aujourd'hui. Je regarde ma propre swing parce que je joue encore. Puis, je vois tous les défauts de swing dans mes affaires. Puis, ça paraît que je n'ai pas été coaché, mais je suis quand même bon. Là, mais je sais que ça paraît que je n'ai pas été coaché. J'ai des défauts, puis je vois les défauts, mais je ne suis pas capable de le corriger. Ma mémoire musculaire ne me le permet pas. Mais je veux dire, lui, ces défauts-là ont tous été corrigés quand il avait 7 ans, quand il avait 9 ans, quand il avait 10 ans. Là. Puis ça a été corrigé par de l'entraînement privé, carrément. Fait que tu sais, le point que Vincent dit depuis tantôt, lui, il passe par les études pour parler de ça, mais je peux vous dire que sur ça le se terrain, voit, ça se voit en direct. Ça se voit en direct. Là. Il n'y a rien de, je veux dire, il y a rien de bien scientifique là-dedans. Là. Oui, mais l'affaire, ce qui est impressionnant, c'est que moi, je suis content que tu le vois. Parce que ça veut dire que c'est pas juste de la théorie que je fais. Ouais, c'est ça. C'est parce que ça, c'est gossant, mais les gens n'apprécient pas l'importance de la richesse, mais aussi du cadre institutionnel qui te permet de la développer pour commencer. Ben ouais. Le lien que j'ai envoyé à Frank sur un livre, c'est écrit par mon collègue Tyler Cohen à GMU. Puis lui, il fait un truc comme Yann vient de faire avec beaucoup d'exemples, mais qui sont connectés à la théorie sur comment les sociétés les plus riches sont généralement des sociétés les sociétés qui sont les plus libres économiquement, les plus riches aussi, sont celles qui développent les milieux artistiques les plus vibrants. Ça, tu le vois, là. Je veux dire, ça, c'est une réflexion que j'ai eue, Vincent, avant qu'on parle de ça, mais je me suis toujours dit la même affaire. Là. Quand tu regardes la domination artistique qu'il y a eu dans le monde, mettons, d'un pays comme l'Angleterre, par exemple, comme le Royaume-Uni, puis tu compares ça, mettons, avec tous les pays. Démographique. Ben, tu compares ça à son poids démographique ou tu compares ça, mettons, faites juste penser à tout l'épisode des années 60, 70, la contre-culture, le mouvement. Le British Invasion. Faites juste penser à ça, puis comparez en termes de quantité de population avec ce qui était produit dans les pays de l'URSS, là, comme culture. Puis ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis là. Il n'y a aucun artiste dominant qui vient de là qu'on a connu. Il n'y a pas de... OK, bon, il y avait les joueurs d'échecs, là, mais... en fait, c'est drôle. Ceux qu'on connaît qui étaient des Russes, celui qu'on connaît le plus, c'est Solzhenitsyn. On va juste souligner qu'est-ce qui s'est passé avec sa vie. Un, ils l'ont foutu dans un goulag. Deuxièmement, à la minute qu'il y a eu une chance, il a écrit sur le camp au Vermont. Exact. Mais je trouve ça le fun parce que, mettons que tu arrives et tu n'as aucune notion de l'histoire économique, de comment ça s'est passé.
T'arrives, t'es là, tu te dis, Colin, tu regardes les grandes influences de la musique, là, les Beatles, les Rolling Stones, ça partait tout de l'Angleterre. Tu te dis, c'est fucké, il me semble, ça devrait être les Américains. Non, mais quand t'arrives et tu regardes l'histoire économique, ben, l'hégémonie américaine, oui, elle existait là, à un moment donné, mais je veux dire, c'était pas eux autres qui dominaient la planète dans les années 40 ou 50. Là. Je veux dire, c'est là qu'après la guerre mondiale, que là, les États-Unis ont pris leur place. Puis Mais parce que même culturellement, les États-Unis dominent depuis très longtemps. Les gens ne réalisent pas ça, mais non, mais je veux dire, c'était l'Angleterre, la force économique quand même en 1935. Là. non, moi, je mettrais ça plutôt dans le temps. Je ne suis pas d'accord avec le timing, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais les États-Unis, c'était les premiers grands films. C'était l'industrie du cinéma qui a le plus rapidement dominé. Parce qu'il y en avait une industrie du cinéma française, il y avait une industrie du cinéma allemand. Les deux n'ont jamais réussi à lever, largement parce que l'État s'est mis à intervenir dedans comme des malades. Il y a un livre excellent sur ça. Alors qu'aux États-Unis, ça a été laissé libre. Le dynamisme économique américain a aussi contribué à accélérer les choses. Tu as le jazz, ce qui est assez impressionnant que le jazz, qui est quand même un art produit par un groupe discriminé. Il faut juste mettre pour te donner une idée de l'importance de la richesse, c'est que c'est une société tellement riche que malgré la discrimination institutionnelle de l'État contre la minorité noire, oui, ils ont produit une culture. Ils ont produit une culture qui a réussi à passer au travers les lignes raciales. Ce qui devrait te dire l'importance d'une société riche. Imagine à quel point il y aurait peut-être pu en avoir plus si tu n'avais pas eu la ségrégation ou des choses comme ça qui diminuaient le statut économique de la minorité noire. Les gens ne réalisent pas l'importance de... les gens apprécient l'importance de la richesse un petit peu, mais pas autant que, je pense, nous trois. Mais aussi, ils apprécient très rarement l'importance des institutions qui créent un environnement favorable à la création de richesse, à quel point les deux sont interreliés et à quel point ils sont cruciaux. Puis après ça, ils vont juste laisser ça de compter passer, puis ils vont juste jamais en parler. Puis après ça, tu as des commentaires de chroniqueurs médias qui ont l'air de regarder le monde devant eux, puis ils sont comme « Wow, regarde comme c'est beau! Je peux facilement imiter ça, hein? On a juste besoin de faire ça. » Puis aucune appréciation pour toute la complexité de comment c'est apparu. Puis dans toute leur arrogance, ils vont penser qu'ils sont capables de faire mieux que des milliers, des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes ont réussi à faire. Je comprends pas cette attitude-là. Non, moi non plus, mais on peut débattre, comme vous avez fait un peu avant, sur qui était le pôle culturel le plus influent. Mais au-delà de ça, là, si tu prends tous les artistes marquants de l'histoire moderne de la musique, sont presque tous soit américains, soit anglais. Oui. Ça, c'est, je veux dire, peu importe le style de musique que tu prends, tellement que la plupart des autres pays ont un ou deux artistes connus qu'on associe à eux. Mettons, les Allemands ont Scorpion. Puis tout le monde le sait que Scorpion est un band allemand parce que c'est pratiquement... non, mais mettons qu'on remonte avant, mais c'est pratiquement un des seuls artistes connus internationalement que l'Allemagne a produit. Mais quand tu regardes les Anglais, ils ont produit les Beatles, les Rolling Stones, les Who, Led Zeppelin, Black Sabbath, Iron Maiden, nomme-les tous, là, tous les groupes qui ont marqué des années. Ils ont produit Keith Richards. Qui ont produit, c'est ça, ils ont produit le père de Justin Trudeau. Merci! Là, tu retournes aux États-Unis, Elvis, Johnny Cash, je veux dire, les Beach Boys, les États-Unis ont produit énormément de gros noms en matière culturelle. Puis c'est certainement pas une différence d'ordre biologique là, qui explique ça. Là, parce que je veux dire, il doit y avoir quelque chose. Je ne suis vraiment pas un expert de ça, là, mais je me suis toujours posé cette question-là. Qu'est-ce qui faisait que socialement et économiquement, ces endroits-là ont produit autant d'artistes? Il y en a qui vont dire c'est parce qu'ils ont imposé leur culture aux autres. Non. Tout le monde, sa boule, voulait être comme ces artistes-là. Écoute les Stones, là! Oui, c'est ça. Comme si ailleurs, il y avait eu besoin d'être forcé pour avoir envie d'écouter ces groupes-là. Puis les autres artistes... au Québec, on nous force à écouter notre crap. Là. Je dis ça juste comme ça, là, avec les quotas de radio. Ouais, ça prend des lois pour... ça, c'est bien important. Mais c'est...
Puis quand tu regardes, quand tu lis l'histoire un peu de la musique, entre autres en Angleterre, c'est beaucoup là que j'ai lu, là, il y avait une pauvreté, là, mais immense là, chez les artistes qui sont aujourd'hui, certains sont décédés, là, mais qui sont connus. Là, c'est épouvantable. Là. Quand tu lis ça, tu es comme. En tête, j'en ai plusieurs, là, mais je me souviens des trucs que je lisais là, des gars de Led Zeppelin qui disaient que quand ils étaient petits chez eux, ils laissaient un verre d'eau sur le bord de la fenêtre, puis le lendemain matin, le verre d'eau était gelé parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour mettre le chauffage dans la maison. Là. C'est des trucs de même, puis il y en a plein, là, sont tous ici. C'est pour ça que je te disais, il y a de quoi de l'ordre de l'élèvement social là-dedans qui est incroyable dans ces sociétés-là, d'avoir réussi à produire un système dans lequel des En gens fait, ça, je pense complètement que. pauvres deviennent des méga stars puis qui ont réussi. C'est pour ça que le sport m'a fait penser à ça, puis je trouve que c'est un peu la même chose. Je pense que l'inspiration vient parce que le sport, justement, est littéralement un ascenseur social pour vrai et la musique l'était également, dans le sens que, tu sais, je veux dire, tu es un petit cul d'un quartier pauvre. Tu regardes autour de toi, ton école, c'est une école de cul. Bon, tu as des dealers de drogue autour. Tu sais que ta vie, c'est un peu de la merde, mais tu as des idoles. Tes idoles sont sportives, tes idoles sont musicales, peu importe. Tu as des idoles. Mhm. Puis si tu vois que ces idoles-là sont riches, fait que c'est sûr qu'il y a un biais à amener ces gens-là à dire poursuis ton rêve, travaille fort, apprends. Parce que, tu sais, on va le dire, là, devenir un athlète, puis le musicien, je pense que c'est la même chose, là, devenir un excellent athlète, il y a une obsession là-dedans, il y a une compulsion. Ils sont tous un peu obsessifs-compulsifs à cause de ça. Qu'est-ce qui fait le contexte? Pourquoi ça peut venir justement de quelqu'un qui était dans un milieu pauvre plus facilement que quelqu'un dans un milieu riche? C'est que la motivation est beaucoup plus grande pour la personne pauvre. Lui, on parle de game Ouais. changer, on parle de changement de Mhm. vie totalement, pas juste pour lui-même, mais également pour ses parents. Fait que tu es vraiment dans une situation où est-ce que la motivation est définitivement plus élevée. Ça ne veut pas dire que les gens riches dans un milieu riche peuvent devenir aussi des superstars. Mais c'est pas si surprenant que ça de voir des gens pauvres dans un milieu riche Ouais. devenir C'est des impressionnant superstars. de connaître un peu toute cette histoire-là, parce que j'ai parlé de l'Angleterre, mais aux États-Unis, c'était pareil. Là. Peu de gens savent cette histoire-là, là, mais Elvis, qui est à toute fin pratique la personne qui a généré le plus de cash dans l'industrie de la musique dans cette époque-là, Elvis était un trucker. Elvis, en fait, travaillait pour une Ça, je compagnie savais de. pas pas en tout. Il travaillait pour la Memphis, je me souviens plus trop quoi, c'était une compagnie d'électricité, puis il conduisait des genres de trucks qui allaient chez les gens pour faire des réparations là, pour l'électricité. Puis quand il ramassait son cash avec ça par les soirs, puis quand il a fait ses premiers enregistrements, il jouait en public, je ne me souviens plus trop où, dans le cadre d'un concours. Puis la personne qui animait le concours, qui est un genre d'animateur de radio connu de Memphis, il avait dit après, d'après moi, tu serais mieux de retourner conduire des trucks. Puis, le gars, ça a donné l'un des plus gros succès de l'histoire de la Une chance culture qu'il n'a pas fait populaire. ça. Ah non, mais c'est quand tu y penses à ça, c'est difficile de s'imaginer comment quelqu'un, ses parents n'ont jamais même possédé de maison avant que lui en achète parce qu'il a réussi à gagner de l'argent, mais c'était un milieu très pauvre. Là, ses parents louaient un genre de petit appartement qui était payé en partie par l'employeur de son père, je ne me souviens plus trop exactement qu'est-ce qu'il faisait, mais à un moment donné, ils ont été agriculteurs aussi. C'était des gens qui venaient de milieux très, très, très modestes. Là. De s'imaginer que tu es dans une société où tu vis dans ce genre de milieu-là, puis tu peux devenir 10 ans, 20 ans plus tard, la sensation du moment, puis faire des millions de dollars à cause de la musique que tu fais, des films que tu fais, c'est quand même Tu surréaliste. vois la même chose en entrepreneuriat. Je sais qu'on en a déjà parlé dans un podcast, mais tu sais, c'est pas surprenant de voir des entrepreneurs à succès souvent venir d'un milieu de col bleu, venir d'un milieu où est-ce que c'est un peu plus difficile monétairement. Puis la raison, c'est que justement, il y a un apprentissage de la valeur de l'argent, tout ça, on n'est pas. Tu sais, la difficulté des rentiers de mettre en place des nouvelles entreprises, parce que oui, il va y avoir l'opportunité des fois de maintenir l'entreprise familiale ou des choses comme ça, là. Mais la difficulté réellement d'un rentier de décoller une nouvelle entreprise, c'est difficile parce que l'appétit n'est pas le même. Le goût du risque, ainsi de suite. Fait que, ce qu'on voit dans le milieu entrepreneurial, on va le voir dans le milieu de la musique, puis on va le voir dans le milieu du sport. Mais parlant de richesse, là, moi, je veux mon chèque. Fait que Vladimir, il vient de m'appeler.
On va parler de Ah oui, il faut qu'on pétrole. parle d'énergie. On Ouais. s'est laissé distraire comme d'habitude. Ouais, mais là, on a pas mal fait le podcast au complet sur le sport. Puis c'est pas mal ça qu'on a fait. Là. Ben, Fait que écoutez, là, on peut parler de la partie le fun dans la partie Patreon j'ai pas de problème avec ça. C'est pour juste que là. encourager les gens à s'abonner au Patreon. Ah, ben, non, moi, j'ai pas de trouble avec ça. On peut parler de ça dans la partie Patreon. C'est juste que là, le monde ne voit plus le visuel, mais ça sera pour nous autres, là, dans le fond, là, pour voir les. Ben, tu mettras le lien PDF sur Patreon, tout simplement. Ouais, c'est ça que je vais faire. Fait que, ben, si on met en contexte un peu, c'est que ben, je m'étais dit on pourrait parler d'énergie parce que c'est un sujet qui revient vraiment là, dans les dernières années, mais encore plus présentement avec le prix de l'essence, puis l'impact que ça a dans la vie des gens. Là. Mais l'Institut économique de Montréal a fait un genre de sondage qu'on voit apparaître ici. Ben là, les gens qui écoutent ne le voient pas. Là, mais en tout cas, je vais essayer de trouver une manière de régler cette affaire-là parce que je trouverais ça important qu'on puisse voir quand la période est finie. C'est juste que Patreon ne nous permet pas de mettre du vidéo au complet de même sans passer par une autre plateforme. Là. Fait que ça sera à investiguer. Là. Mais ils ont fait un sondage, je pense que c'est Ipsos qui a sondé les gens là-dessus. Donc, c'est pas l'Institut comme tel. Tu sais, Vincent, tu as déjà collaboré pas mal avec l'Institut. Peux-tu juste expliquer comment ça marche quand tu as un projet de même et que tu veux faire. Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, tu as déjà participé à. Non, Comment on fait quand on mandate j'ai une jamais firme participé aux pour. questions de sondage. Je sais que ce que tu fais, c'est que tu passes une commande voyons, à une firme de sondage, puis tu as rédigé les questions que tu veux poser, puis eux, ils te chargent au nombre de questions que tu poses et la taille de l'échantillon que tu veux avoir. Puis généralement, ils vont t'inclure. Je ne sais pas si ça change grand-chose, mais après ça, ils vont t'inclure dans une série d'autres questions que d'autres personnes veulent poser. Donc, des fois, tu reçois des appels. Est-ce que vous consommez un verre d'alcool par jour? 2 verres d'alcool par jour? 3 verres d'alcool par jour? Prochaine question. Est-ce que vous pensez que le Québec devrait développer ses ressources énergétiques? C'est généralement comme ça que ça se fait. Fait que la question était écrite de l'intérieur généralement, là, mais c'est ça. Oui, ben c'est ça. Ben là, regarde, justement, je vais avancer dans le document. On les voit un peu, les questions. Bon, ça, c'est le sommaire. C'est peut-être pas ça qui nous intéresse pour l'instant. La méthodologie, bon, ben, ils ont pris à peu près 1000 personnes qui ont sondé. Là. Ça, c'est pas ça qui est super pertinent pour l'instant. Là. Mais ça, c'est une question sur les groupes environnementaux. L'opinion des gens sur l'énergie verte, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était celle-là ici, parce que moi, ça fait des années que j'entends ça, qu'il y a un consensus au Québec pour ne plus exploiter, ou en tout cas ne pas exploiter des ressources naturelles, qu'elles soient gazières, pétrolières ou peu importe. Là. Ça a l'air que tout le monde est contre ça, puis c'est absolument coulé dans le béton. Et puis eux, ce qu'ils ont fait, puis c'est pas la première fois que je vois ce genre de sondage-là passer, honnêtement. C'est un peu comme les sondages, on avait déjà parlé, Vincent, sur la place du privé en santé. Là. Il y a plusieurs sondages qui ont été faits d'opinion au Canada puis au Québec au fil du temps. Et la réalité, c'est que souvent, même pas loin d'une majorité de gens sont prêts à faire plus de place au privé en santé. Mais ce qu'on entend dans le discours public, c'est que personne ne veut ça. Écoute, moi, quand quelqu'un me dit qu'il y a un consensus, je vais regarder c'est qui dit qu'il y a un consensus, puis je vais voir c'est quoi son opinion. Si tu me dis qu'il y a un consensus, puis que tu es juste, disons, un membre d'un parti politique qui est contre le développement des ressources pétrolières, ton argument, déjà, je vais mettre un gros discount dessus. Puis deuxièmement, tu sais, je veux dire, OK, je comprends que le début de l'Institut, c'est de faire un sondage ici, mais il y a plein de questions sur lesquelles je suis clairement dans la minorité, mais j'ai quand même raison. Il y a quand même, peu importe la question que tu poses, quand tu dis est-ce qu'on devrait accepter plus d'immigrants, même si tu essaies de framer la question de manière la plus libérale possible, il y a 20% des Québécois qui disent, genre, la position que moi je maintiens, qui est open borders, go for it. L'État n'a rien à faire à limiter le nombre de gens qui viennent. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de limiter leur droit de vote,
pour pas qu'ils participent aux décisions institutionnelles. Puis, Ben regarde, on a d'enregistrer parlé à Radio X après-midi. Tu demandes aux Québécois, êtes-vous tanné de vous faire fourrer ces grands chantiers? Oui. Est-ce qu'on ouvre à une compétition internationale? Non. Non! ça ressemble à ça. Ouais, Mais en même c'est temps, carrément ça. le, Et juste dire, Vincent, les résultats qu'on voit, ouais, c'est ça. les gens voient pas. 52 pour exploiter les ressources, 28 pour continuer d'importer du pétrole, puis d'importer 100% de notre consommation de pétrole, puis 20% qui n'a pas l'air d'avoir d'idée. Ben, 52% versus 28, je veux dire, du 2 pour 1, là, c'est à peu près ça que c'est, là, ce qu'on parle. À 2 pour 1, tu ne peux plus vraiment parler de consensus. Peut-être que ce n'est pas majoritaire parce que la manière dont la question est posée, mais il n'y a aucune manière que tu peux me dire qu'il n'y a pas qu'il y a une majorité, qu'il y a un consensus qui dit qu'on ne devrait pas développer notre gaz naturel. Ben, je pense que quand tu prends toutes les... Chaque question peut être biaisée, mais quand tu poses tu poses aux gens 8 questions différentes, 8 questions similaires posées de manière différente, puis tu arrives sensiblement au même résultat. Ouais, au même pattern. Parce que là, l'autre question qui a été posée, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec le gouvernement qui propose de mettre un moratoire pour interdire toute exploitation potentielle de gaz ou de pétrole? 45% des gens disent qu'ils sont pour. Donc, ça ressemble un peu à la question d'avant d'une certaine manière, parce que l'autre d'avant disait qu'ils sont pour à 52% de l'exploiter. Puis là, il y a 45% des gens qui sont d'accord pour qu'on empêche de le faire. Fait que tu poses la question de manière différente, mais tu as quand même un résultat. C'est ça. Mais là, regarde, tu vois ici, le chiffre, là, il y a quand même 19% qui ne savent pas. Ça veut dire que tu as quand même 36% des Québécois versus 45%. C'est pas un consensus. Ça, je m'excuse. Mais... Non, c'est ça. Puis peu importe la donnée qu'on prend, il n'y en a pas de consensus. L'autre affaire qui est sondée là-dedans, c'est... C'est même assez bien divisé quand même. La moitié des Québécois sont d'accord à ce qu'on dédommage les compagnies qui avaient des ententes, dans le fond, pour de l'exploitation pétrolière. C'est ça qui est posé. 28% sont en désaccord. Il y a quand même 20 quelques % des gens qui ne savent pas. Ça, moi, je suis toujours surpris de voir qu'il y a des gens qui ne savent pas quoi répondre à une question, mais ça, c'est... non, moi, ça ne me surprend pas. Écoute, j'ai des situations, là, je vais te dire, juste quand je fais ma job, là, tu sais, moi, ma façon de travailler, c'est vraiment d'éduquer, puis donner les pour, les contre d'une situation, puis de laisser la personne décider par elle-même. Mais j'ai une fraction de mes clients qui doit ressembler pas mal à ça, un 20-25%, que si je leur donne un choix très bien expliqué, très clair, très, très bien détaillé, les pour, les contre, et simple, là, rien de trop complexe, je vais voir une hésitation. Puis si j'arrive, je l'ai dit, selon ce que je ressens de toi, là, ton niveau d'anxiété par rapport aux finances, tout ça, j'irai plus vers là. Ah, OK, c'est beau, on fait ça. Il y a une fraction de la population qui est comme ça, naturellement. Ils vont faire confiance que ce soit le troupeau, que ce soit à un expert ou à un conseiller ou peu importe. Mais ils ont besoin, ils détestent. Une décision amène un niveau d'anxiété. C'est le même, je pense qu'il faut le dire. Puis ils détestent cette anxiété-là. Donc, s'ils peuvent éviter la question, ils vont préférer ça. Ça va être leur préférence, carrément. Fait que de voir un 20-25... Parce que c'est lié, Yann, à une décision, toi, ce que tu lui demandes. Ça, c'est pas une décision. On te demande ton avis. Je pense que ça revient pas mal au même, sérieux, Frank. Moi, si tu m'appelles chez nous et tu me dis oui, bonjour monsieur, êtes-vous pour ou contre la peine de mort? Ça me donne aucune décision, moi, la réponse que je donne. Ah, t'as raison. Mais je pense que Vincent, il serait probablement d'accord avec ça en disant la perception de l'autre est quand même importante pour bien des gens. Même si des gens qui... En fait, la prémisse que tu devrais dire, c'est que ceux qui disent « je ne sais pas », ils sont probablement disproportionnellement plus d'accord avec la position impopulaire qu'avec la position populaire ou celle qui est perçue à porter une sorte la prime à l'urne, Vincent, la prime à l'urne. Oui, ça veut rien dire. La prime à l'urne, c'est généralement... Parce que la prime à l'urne, à moins que tu aies un candidat vraiment extrême, right? Par exemple, Éric Zemmour ou Donald Trump, parce que là, les opinions sont très clairement polarisées. Là, tu peux avoir un mensonge significatif qui se fait. Mais généralement, en fait, quand les gens disaient ça, la prime à l'urne de la DQ était sous-estimée, je me souviens que Mario Dumont disait ça.
Puis généralement, en fait, dans les sondages, toujours avant l'élection, le dernier sondage était toujours meilleur que le résultat de la DQ. Ce qui arrive à QS significativement depuis plusieurs oui, c'est élections. ça. Fait que, mais ça se peut-tu que cette affaire-là, cette affaire-là, la Prémalurne, c'est juste le nom qu'on a donné à la capacité d'un parti politique à se faire sortir le vote là, quand il appelle le monde? Oui, ça c'est une variante de comment c'est présenté. Parce que moi, c'est comme ça que je l'interprète. Dans le fond, il y a deux variantes. C'est qui est le meilleur avec les Alzheimer? Non, mais parce qu'un petit parti politique qui a moins de moyens, on comprend qu'eux, ils n'ont pas une très grosse machine électorale à aller chercher des autobus de gens pour les amener voter, puis aller faire beaucoup, beaucoup de sollicitations, motiver leur monde à le faire, dans le fond. Mais en même temps, je me fais l'avocat du diable de moi-même, ce que je viens de dire. Il y a des gens qui pourraient dire oui, mais encore là, les gens qui sont dans des partis politiques plus marginaux ou aux opposés du spectre politique, en général, les gens qui sont là-dedans sont plus militants, sont plus motivés, donc ils vont aller plus voter que l'électeur moyen qui s'en fout un peu. Ouais, le Facebook, ça fait pas voter le monde. Le fait que mon ami Brian Breguet est capable de montrer que les variations du vote de parti par comté est largement expliqué par la variation du parti en général entre les élections, ça te montre que si tu es capable d'expliquer, mettons, 90% du changement par le changement du vote national, ben ça veut dire que dans un comté X, surtout même si tu tiens compte, par exemple, du taux de participation, ça veut dire que le pointage n'a pas vraiment d'effet. Puis d'ailleurs, je n'ai jamais vraiment cru à l'affaire du pointage parce que quand tu fais sortir ton monde... gens mentent. Les gens mentent d'une part, mais il y a aussi des situations où ça s'est déjà passé que je me souviens que quand ils te mentent, tu peux aussi faire sortir le vote de l'autre par accident. Donc, je me souviens qu'à un moment donné, Mario Dumont avait dit ça, puis peut-être qu'il avait raison là-dessus, mais mettons qu'il n'y avait pas tort. Okay? Allons-y comme ça. Il avait parlé comment dans une élection partielle dans Saguenay en 2002 que la DQ avait gagné son deuxième député, là, donc la première extension du caucus dont Mario Dumont. C'est son nom, lui? C'est un bon Jack, ça, ce gars-là. C'est Corriveau. Oui, exact. Corriveau, j'ai oublié le prénom, François Corriveau. Puis il avait gagné avec une grosse majorité. Là. Comme, il avait torché le PQ puis les libéraux. Mais quand il s'était présenté, les libéraux puis les péquistes, les péquistes étaient habitués à demander la question ben, pour qui vous allez voter, puis vous allez voter PQ. Puis quand les gens disaient non, ça voulait dire qu'ils allaient voter libéral. Fait qu'ils ne faisaient pas sortir les libéraux. Mais après ça, ce qui se passait, c'est que tu avais une situation dans laquelle des fois des péquistes amenaient des adéquistes voter, puis les libéraux amenaient aussi des adéquistes voter à l'urne. Fait qu'ils se faisaient sortir du vote pour un tiers parti. La prime à l'urne, l'affaire du pointage, ça fonctionne vraiment juste très bien si tu as 2 partis. Quand tu as 3 partis, tu as l'incertitude de est-ce que je fais sortir un vote pour un tierce parti? Parce que, tu sais, si le gars dans l'entrevue, il dit « j'haïs les libéraux », ben, OK, si tu haïs les libéraux, tu vas voter pour le PQ. Mais s'il y a 3 partis, puis tu dis que tu haïs les libéraux, ben, tu peux voter pour un des 2 autres partis.